Parlons laïcité, une émission proposée et préparée par RERS. RERS, les réseaux d'échange réciproque de savoir. RERS est un groupe d'éducation populaire. Les citoyens et les citoyennes participants et acteurs actifs sont sans distinction d'âge, de conviction politique ou religieuse, ni d'origine culturelle ou sociale. L'objectif est de participer concrètement à la vie de la République, même modestement, dans notre ville et dans notre région. C'est pourquoi chaque mois, nous nous retrouvons pour échanger autour d'un thème qui devrait nous permettre de cultiver et de développer notre liberté de conscience. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de radio Parlons laïcité. Voilà, nouvel épisode. Nous sommes aujourd'hui à l'enregistrement le jeudi 7 décembre. 7 décembre, c'est intéressant parce que c'est 2 jours avant le 9 décembre. Et qu'est-ce qui se passe le 9 décembre? C'est la fête nationale de la laïcité, journée nationale pour fêter la liberté de conscience. Donc on est ravis pour cette occasion d'accueillir Jacqueline Costalascu. Bonjour Jacqueline. Bonjour, moi je suis ravie d'être ici à Évry-Courcouronnes. Eh bien merci, parce que Jacqueline Costalascu nous vient de loin, elle a fait tout le trajet depuis Lyon, donc c'est encore plus intéressant et admirable. On va saluer notre ami Alain. Coucou Alain. Bonjour. Voilà, Alain qui va faire, comme à l'accoutumée, la première heure d'interview de notre invité. Et puis on va saluer aussi nos intervenants habituels, notre Jean-Cri multi-universel qui nous va faire des caricatures pendant toute l'émission. Salut Jean-Cri, comment ça va? Bonjour, tout va bien, merci. Eh ben c'est super. Et puis on a de toute façon Agnès et Sébastien qui sont toujours aux platines. Coucou à vous. Et puis le public pourra bien sûr, on le salue, poser des questions à la deuxième heure de l'émission avec plaisir. Et alors sans plus tarder, je donne la parole à Alain et à Sébastien pour la suite des événements. Parlons laïcité. Jacqueline Costalascu, bienvenue. Donc très heureux de vous avoir à nos côtés. Allez, on va démarrer tout de suite. Qui êtes-vous? Quel est votre parcours? Je m'appelle Jacqueline Costalascu, en 2 noms. Toute ma vie, j'ai été chercheur au CNRS, ma vie professionnelle. Je suis à la retraite, mais je continue à participer à des enquêtes, à travailler sur le terrain, à faire des formations, à intervenir. Je fais partie du comité valeurs de la République du rectorat de Lyon. Et oui, j'ai pas arrêté ma vie professionnelle, enfin, si ce n'est dans les aspects les plus ennuyeux qui soient, c'est-à-dire les rapports d'activité, les évaluations, les copies à corriger. Non. Et puis, comment est-ce que vous êtes arrivé à vous intéresser à la laïcité? Pour de multiples raisons. La première, c'est que mon arrière-grand-père était membre de la Commune de Paris. Mon grand-père, son fils, a été secrétaire de Jaurès, compris en 1905. Je suis d'une famille de résistants, avec 4 oncles résistants dans le maquis du Limousin, mon père résistant. L'un de mes oncles a été déporté à Buchenwald pour fait de résistance. Un autre a été torturé et tué par la Gestapo. Mon frère s'est battu pour l'indépendance de l'Algérie. Donc, le combat pour la liberté, c'est une vraie tradition familiale. Mais je pourrais très bien avoir voulu rompre la tradition. Non, j'ai continué parce que je pense, comme disait Jaurès, que laïcité et démocratie, c'est la même chose. Et c'est pas seulement parce que la laïcité est en partie née, mais surtout a été construite en France et de longue date, depuis le siècle des Lumières, mais parce que c'est ce qui tient ce qui nous tient ensemble avec des convictions extrêmement différentes. Et toujours la liberté fondamentale de conscience, être libre de croire, de ne pas croire, et, on oublie toujours le 3e volet, de changer de religion. Le crime d'apostasie, c'est-à-dire changer de religion, est encore puni de mort dans beaucoup de pays dans le monde. Donc les enjeux sont considérables. J'ai été élevée dans cet état d'esprit. Ensuite, j'ai eu beaucoup de chance.
J'ai fait toute ma scolarité dans les classes nouvelles. J'ai eu comme professeur Lucie Aubrac, le professeur d'histoire. Et donc, pour moi, y compris en tant que chercheur au CNRS, j'ai fait beaucoup d'enquêtes sur tout ce qui craque dans notre société et qui oblige à faire des réformes fondamentales. J'ai travaillé sur les indépendances africaines mais toujours ce qui m'a intéressé, c'est comment on peut encore plus développer les libertés et surtout résister à tout ce qui porte atteinte aux libertés. Moi, j'en reste bouche bée. Dites-moi, le thème d'aujourd'hui, les adolescents et la laïcité, ça devrait être quand même quelque chose d'enthousiasmant. Mais qu'est-ce qui se passe avec les jeunes ? Quand on parle, on discute, on débat avec eux des libertés, ils sont passionnés. Moi, personnellement, j'ai pas trop de problèmes. Mais faut-il que le mot laïcité ne les rebute pas trop ? On a l'impression que maintenant, quand on dit laïcité, on fait peur aux gens. Comme si la laïcité, c'était une suite d'interdits. Bon, beaucoup de gens ont intérêt à présenter la laïcité aux jeunes uniquement comme une liste d'interdits et non pas comme la liberté et une garantie d'égalité entre eux. Ça, c'est évident. Mais aussi, on a cru peut-être pendant trop longtemps que c'était une évidence, la laïcité en France. On savait ce que c'était. On n'avait même pas besoin de la redéfinir, de dire, de l'expliquer. Moi, j'avais donné des cours, je me souviens, à l'école normale à Paris, au Batignolles. La laïcité, on le faisait parmi toutes les libertés, avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais les mots étaient compris. Aujourd'hui, chez beaucoup d'adolescents, il y a une méfiance à l'égard de ce qui peut être considéré comme des discours surplombants qui vous tombent dessus, qui vous disent ce qu'il faut faire et ne faut pas faire. Justement, la laïcité, c'est le contraire. Oui, la laïcité n'est pas répressive. Absolument pas, c'est le contraire. C'est l'école de la liberté. Alors, c'est-à-dire prendre en compte la diversité des convictions, la diversité des visions du monde. Et alors là, on a toute la palette, athées, agnostiques, croyants. Chez les croyants, on a tous l'éventail. Si on regarde les religions, notamment en France, on a quasiment tout l'éventail des religions. Et vous savez aussi, ça j'aime bien le dire aux adolescents, que la France est le premier pays pour la présence d'une communauté musulmane et le premier pays pour la communauté juive de tous les pays européens. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un paysage religieux en France qui est des plus divers. Et si c'est possible, c'est justement parce qu'il y a la laïcité. Il n'y a pas une religion d'État. Nous ne sommes pas comme en Grande-Bretagne, où il y a la religion d'État, c'est l'anglicanisme, qui est la religion de la monarchie. Il y a quand même quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé avec le couronnement du roi Charles III. Je ne sais pas si vous avez regardé. Mais enfin, c'était présenté comme une révolution. Il n'y aurait pas que des anglicans, mais des personnes d'autres religions qui entreraient dans la cathédrale où il y avait le couronnement. Alors, ils sont arrivés un petit peu comme dans un défilé de mode, avec chacun leur costume. Et puis ils se sont assis, puis voilà. Et au moment où le Premier ministre, Rishi Sunak, est allé, j'allais dire en chair, oui, puisque c'était dans la cathédrale, pour parler, il a dit un texte de la Bible. Or, on aurait pu choisir de magnifiques textes de la Bible. Eh bien non, celui qu'on lui a demandé de lire, je dis bien qu'on lui a demandé de lire, c'était « Dieu est unique ». Et c'était une sorte à la gloire du Dieu est unique. Manque de chance, Rishi Sunak, il n'est pas monothéiste, il est hindouiste,
il est polythéiste. Vous vous rendez compte? Dans une cérémonie officielle, le couronnement du roi, le fait qu'il lise un texte sur le monothéisme alors qu'il est à l'inverse hindouiste, et la cérémonie s'est terminée par un serment d'allégeance au roi des différentes religions. C'est impensable en France. Il y a beaucoup de liberté en Grande-Bretagne, mais là, sur l'aspect religieux, il y a cette religion d'État. En Allemagne, aux Pays-Bas, on a et en France, en Alsace-Moselle, on a une liste de religions dites reconnues. Alors, en Allemagne, quelles sont les religions reconnues? Le protestantisme, ou les protestantismes, le catholicisme et le judaïsme. On ne pouvait pas faire moins quand même en Allemagne. Bon, après la Seconde Guerre mondiale, il fallait bien quand même. Même chose aux Pays-Bas. Si ce n'est qu'aux Pays-Bas, on a les protestants, les catholiques et ce qu'on appelle le pilier libéral. Et alors là, dans le pilier libéral, on met tout le monde. On met les musulmans, les juifs, les agnostiques, les athées, etc. Vous avez énormément d'avantages sociaux, culturels, qui dépendent de la déclaration que vous faites de votre appartenance à telle ou telle religion. Je peux vous raconter une anecdote qui a fait allez-y. Scandale en Allemagne. Il y avait un ingénieur français tout content d'avoir trouvé un poste important à Berlin. Donc il se rend à Berlin et on lui avait dit que dans les 3 jours, il fallait faire sa déclaration à la mairie du domicile, ce qu'il a fait. Et là, comme dans tous ces pays où il y a des religions reconnues, on lui a donné un imprimé dans lequel il y avait la liste des religions. Alors, est-ce qu'il appartenait à la religion? Je vais expliquer pourquoi après. Protestante, catholique, juive, puis il y a autres. Alors l'islam est dans les autres, puisque l'islam n'est pas une religion reconnue en Allemagne. Il faut négocier avec chaque land pour avoir la construction de mosquées, pour avoir des écoles coraniques, etc. Et puis, depuis quelques années, ils ont été obligés, surtout après la réunification avec l'Allemagne de l'Est, de rajouter une petite case. Et la petite case, c'était sans religion. Notre ingénieur coche la case sans religion. C'est très important de savoir quelle case vous cochez parce qu'il y a un impôt prélevé à la source sur votre salaire et qui va à la religion pour laquelle vous avez déclaré une appartenance. Au bout de 3 mois, il regarde son compte et s'aperçoit qu'il y a eu un prélèvement à la source pour le diocèse catholique de Berlin. Il retourne à la mairie de son domicile en disant, un peu à la française, vous avez dû vous tromper à l'administration, vous avez dû vous tromper de dossier. Ils ressortent, mais non, monsieur, vous avez coché la case sans religion. Mais vous êtes né en France. On a votre lieu de naissance. Alors le diocèse catholique a fait une enquête auprès du diocèse catholique de votre naissance en France et vous avez été baptisé. Donc pour les catholiques, vous appartenez à la communauté catholique. Il dit, mais ça a été très bien décrit dans le Spiegel, le magazine allemand. Il a dit, mais j'ai été baptisé pour la grand-mère. Je ne suis absolument pas croyant, je suis athée. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il a dû signer un papier comme quoi il renonçait à sa confession catholique. L'impôt ne lui a plus été prélevé donc à la source, mais le diocèse catholique de Berlin n'a pas remboursé les 3 mois qu'ils avaient déjà. Bon. Je pense que c'est quelque chose qui est important. Vous iriez aux Pays-Bas, vous vous apercevriez que à la naissance, on vous demande à quel pilier vous appartenez. Hein?
Et à ce moment-là, ils sont très gentils parce qu'ils vous donnent la liste des lieux de culte correspondants, la liste des écoles privées correspondantes, des cliniques privées correspondantes. Voilà. Alors simplement, en Allemagne, comme aux Pays-Bas, il y a de plus en plus de gens qui ne veulent pas déclarer d'appartenance religieuse. Alors qu'en France, évidemment, on vous laisse entièrement libre. On ne vous demande pas de déclarer votre religion. J'ai été à la commission Stasi. Je ne sais pas si je continue à vous... Allez-y. J'étais membre de la commission Stasi, laïcité et république. Et je tiens d'ailleurs à préciser certaines choses. Si vous voulez, vous pourrez me poser des questions après, si vous voulez. On était 20 membres. Sur 20 membres, il y en avait un seul qui était pour l'idée d'une loi concernant les signes religieux à l'école. Un seul sur 20. Après 6 mois d'audition, et là on a auditionné des chefs d'établissement, des enseignants, des gens de la pénitentiaire, des médecins d'hôpitaux. Je me souviendrai toujours du témoignage du médecin de l'hôpital Avicenne à Saint-Denis. On a auditionné évidemment des religieux pour leur demander comment ils voyaient les choses. On a auditionné des jeunes filles voilées qui voulaient être à huis clos. On a auditionné les gens des renseignements, à l'époque on disait les renseignements généraux. Au bout de 6 mois, sur les 19 membres, il y en avait un seul qui dit qu'il s'est abstenu pour voter pour l'idée d'une loi concernant... On avait 30 propositions sur les signes religieux, mais il y avait d'autres propositions sur les fêtes religieuses, etc. Cette personne, finalement, n'est pas venue. Elle ne s'est pas abstenue, elle n'est pas venue, donc elle n'a même pas... Bon, peu importe. Mais donc, au cours de ces auditions, nous avons eu le président de l'Union des bouddhistes de France. Et là, ça a été un moment de bonheur. Parce qu'on avait quelqu'un qui représentait une religion, et pas des moindres. Le bouddhisme, c'est toute l'Asie et autres. Et il nous a dit, pour les bouddhistes, la laïcité, c'est parfait. Dès qu'on arrive, on est traité à égalité avec les autres. On n'a pas besoin de faire des déclarations. Et finalement, ce principe d'égalité et de liberté, c'est le pays qui nous a permis le plus de pratiquer. Et puis alors, il nous a dit, on a construit plus d'1 millier de pagodes. Il y a plus d'1 millier de pagodes en France. Vous avez entendu parler des problèmes ? Celle qui, à un moment donné, a posé problème, c'était celle d'Evry. Mais ça, c'est... Bon. On a des monastères. On a une émission sur la chaîne publique le dimanche matin, comme les autres. On a des éditions. On a des aumôniers dans les prisons. Il avait ajouté, même s'il n'y a pas beaucoup de bouddhistes en prison, ça c'était le petit côté. Bon. On a des aumôniers dans les hôpitaux. Parce que qu'est-ce que nous avons fait quand nous sommes arrivés en France et qu'on a créé l'Union des bouddhistes? On est allé au bureau des cultes, on a demandé ce qu'il fallait faire, quels étaient les textes, on les a appliqués. Et moi, je peux dire, pour avoir suivi la construction de plusieurs pagodes, notamment celle d'Ivry, ils font systématiquement, donc ils déposent le dossier avec tout, mais ils font systématiquement une enquête de voisinage. Ils vont voir les riverains et ils leur demandent « Est-ce que cela vous gênerait si on construisait une pagode ?» On va vous dire quels sont les moments où on a des fêtes et où il y aura un peu de bruit. Mais vous pouvez venir à la pagode quand vous voulez et de toute façon, vous serez invité aux fêtes. C'est ouvert. C'est comme la pagode de Vincennes, vous faites votre jogging, vous voulez vous arrêter un peu, manger un fruit, vous entrez à la pagode, vous pouvez. Aux Olympiades, la même chose. Donc, évidemment, ça ne pose pas problème.
Et il nous a dit, il y a quand même quelque chose qui pose problème, ce sont les sectes, mais toutes les religions ont à côté d'elles des sectes. Et il dit, il y a eu une secte qui nous a posé problème parce qu'elle se réclamait du bouddhisme et nous ne la reconnaissions pas. Alors, Mohamed Harkoun, qui était membre de la commission Stasi, a dit, mais c'est extraordinaire. Comment on fait pour devenir bouddhiste ? Parce que moi, j'aimerais bien dire à tous mes coreligionnaires musulmans qu'il faudrait bien quand même qu'ils suivent les mêmes procédures, ça poserait moins de problèmes. Et le président de l'Union des bouddhistes de France a dit « Mais on peut être bouddhiste et musulman, bouddhiste et juif, bouddhiste et catholique, bouddhiste et athée. » Et ça a été un grand moment. Hein. Bon, mais c'est vrai aussi, et en plus, c'était un religieux qui avait de l'humour. C'est-à-dire qu'il nous a dit, pour nous, la laïcité, c'est vraiment la meilleure façon de nous accueillir. Il y a quand même quelque chose d'un peu différent par rapport à la République française. C'est notre goût de la non-violence. Et il a ajouté, mais les hommes sont ce qu'ils sont. Au Cambodge, il y a eu un génocide. Vous vous rendez compte, quelqu'un qui représente un mouvement religieux et qui est capable, devant une commission et filmé, etc., de dire cela, on était très heureux. Donc, on a fait tout ce travail. Et à l'époque, on discutait beaucoup avec les adolescents. Et les adolescents commençaient c'était donc en 2003-2004, commençaient à montrer que les mots n'avaient pas tout à fait le même sens. Et on a eu à ce moment-là, vraiment, on commençait à entendre toutes les idées reçues, les idées fausses sur la laïcité. Et je regrette que dans toutes nos institutions, y compris l'école, on n'ait pas pris le temps de plus débattre, comme moi j'ai toujours essayé de le faire, et ainsi que d'autres, avec des adolescents, à la fois pour écouter ce qu'ils attendent, comment ils voient la liberté. Par exemple, les questions de costumes, de vêtements, de voiles, etc. Combien de débats là-dessus, et si vous voulez, on en reparlera. Mais à partir du moment où vous avez des... Comment dire ? Alors, des adultes, ouais, pourquoi pas, oui, des adultes qui disent « Oui, mais ici, c'est comme ça, ici, on est en France, ça s'applique comme ça. » Si vous voulez que les adolescents refusent, eh ben, il faut dire les choses comme ça, au lieu de leur dire pourquoi. Voilà. Alors, je reprends la notion des ados. Nous, ceux qu'on rencontre, les ados musulmans, nous disent, nous, on ne se sent pas à égalité avec les autres. On ne se sent pas à égalité avec les autres. La phrase qui ressort le plus rapidement, c'est « la France est un pays catholique ». Surtout en période de Noël, ça sort tout seul. Et puis, dernier point, donc c'est l'idée que c'est contre l'islam, la laïcité. Ouais, c'est toutes les idées fausses qu'on connaît bien. Le paysage religieux ou de conviction ou d'idéologie en France. Combien y a-t-il de personnes qui ne se rattachent à aucune religion en France ? Soit qu'elles soient athées, soit qu'elles soient agnostiques, soit que culturellement leur famille a appartenu peut-être à une religion, mais eux ne pratiquent plus et ne se revendiquent absolument pas d'une vision religieuse, c'est 60 à 62%. Donc 60 à 62% de la population en France ne se réclame pas d'une religion. J'ai entendu qu'en Alsace, où il y a un statut spécial, oui, avec des cours à l'école de religion qui deviennent facultatifs, il y a de moins en moins de jeunes qui sont inscrits. Oui. Et alors, on pourrait dire, ah oui, mais c'est parce que la France est un pays laïque qu'il y a, disons, 60% de la population qui ne se réclame d'aucune religion. Mais on n'est même pas le premier pays européen dans cette non-appartenance religieuse. Quels sont les premiers pays
où justement on n'a pas besoin de se définir par sa religion. Ben, c'est les démocraties nordiques, l'Angleterre avant la France, parce que l'anglicanisme, ils en ont assez. Donc on est le 5e pays d'Europe pour le nombre de personnes qui se déclarent n'avoir aucune appartenance religieuse. Alors restons calmes, et ça va d'ailleurs nous amener à bien dire que on va jouer malheureusement sur la visibilité de certaines convictions, et là on va retrouver ce que disent les jeunes musulmans. Mais donc dans une démocratie comme la France, la religion est une liberté de conscience qui appartient. Il y a aussi la liberté de culte, la liberté de conviction, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, mais vous n'allez pas dans la vie, dans votre vie, vous présenter avec une identité religieuse comme quelque chose qui serait une sorte d'identité close, fermée et qui vous résumerait. C'est absurde. Alors, quant au catholicisme, c'est vrai que historiquement, la France a été la fille aînée de l'Église, a été catholique, tout à fait. Aujourd'hui, ça reste la première religion, et donc dans les 40% qui restent, la première religion. La seconde religion, c'est l'islam. La troisième religion, c'est le protestantisme. Ensuite, le bouddhisme, et le judaïsme vient ensuite. Alors quand j'ai des adolescents en face de moi qui sont dans le complotisme, dans l'antisémitisme qu'ils expriment parce qu'ils pensent qu'être musulman, ça veut dire qu'il faut être contre les juifs, et qui veulent dire oui, les juifs ont tous les pouvoirs, les juifs ils tirent les ficelles, les juifs, j'ai dit oui, ils sont combien en France? Même pas 1% de la population. Alors vous en déduisez quoi? Qu'avec même pas 1% de la population, ils auraient tous les pouvoirs, ils seraient partout. Alors ils sont sacrément intelligents. Alors vraiment, c'est les meilleurs. Et vous, avec 10%, vous n'auriez pas, ce qui est faux en plus. Il y a énormément de personnes de culture musulmane, je dis bien de culture musulmane, que vous retrouvez dans tous les domaines de la société avec des réussites assez exemplaires. Donc cette vision de victime, ces jeunes qui se présentent en permanence comme victimes, comme s'il fallait être victime pour exister, c'est catastrophique. Ça les enferme dans une identité qui en plus a du mal à être valorisée parce qu'ils refusent l'islam en tant que civilisation qui a duré pendant des siècles. Quand on a fait l'exposition Les Arts de l'Islam, il y avait des adolescents, des lycéens, qui disaient « Ah mais non, mais on ne représente pas le prophète ». On avait des enluminures magnifiques représentant le prophète. Et ils croyaient, parce qu'ils sont complètement ignorants en plus sur la religion musulmane, ils ont de vagues trucs et des applications sur leur smartphone, mais ils ne savent pas qu'en effet, il y a eu des périodes où on a représenté le prophète, on a représenté des femmes superbes, on a un islam ouvert qui était une source de civilisation pour l'humanité. Ils ne savent même pas ça. Ils ont une vision de l'islam, la pire, celle de la géopolitique actuelle. L'islam des attentats, l'islam des guerres, l'islam de l'antisémitisme, l'islam du complotisme. Et paradoxalement, tout en se présentant comme victime de discrimination. Alors il y a des discriminations, il y a du racisme. Il y a du racisme anti-musulman en France, comme dans d'autres pays. Mais se définir par là, c'est malheureusement s'enfermer dans l'impasse la pire, c'est-à-dire d'être en permanence représenté, considéré comme n'apportant pas aux autres quelque chose de novateur, quelque chose de créatif. Alors que la réalité montre l'inverse. Je me souviens, dans les années 90,
il y avait une enquête qui montrait que les jeunes de la banlieue parisienne, musulmans, qui se disaient musulmans, réussissaient beaucoup mieux que les jeunes des milieux ruraux ou des vallées alpines ou pyrénéennes. Mais comment? Alors, il y a une manipulation incroyable et plein de choses, je n'ai pas le temps d'en parler maintenant, une manipulation qui fait que ce que vous n'aurez pas avec d'autres, hein, jamais, même quand il y a eu des formes de racisme assez dures, ou quand il y a encore des formes de racisme assez dures, les jeunes d'origine portugaise, italienne, chinoise, vietnamienne, après ce qui s'était passé au Vietnam, ne se sont présentés comme victimes. Et ça, c'est grave. Il faut qu'on arrête notre regard condescendant, paternaliste. Et je dis, moi, il y a un paternalisme néocolonial, principalement sur les adolescents qui viennent des anciens pays colonisés, et pas n'importe quel pays colonisé, les pays d'Afrique. Les descendants de réfugiés chiliens, par exemple, ou des gens d'Amérique latine, les descendants des boat people. Ça a été terrible ce qui s'est passé en Asie, hein, avec les boat people. Et je le vois actuellement avec des jeunes réfugiés ukrainiens, syriens. Je travaille beaucoup avec des jeunes femmes et des jeunes, y compris un excellent caricaturiste iranien, jamais ne vont se présenter comme victimes. Donc là où on rejoue un paternalisme colonial qui enferme les jeunes. Et pourquoi est-ce qu'ils revendiquent ça? Mais pourquoi? Ils veulent continuer à être victimes toute leur vie? Ils veulent transmettre ce sentiment victimaire? On ne s'en sort pas, hein, surtout dans des pays développés, où développement technologique, scientifique, où il y a cette espèce de libération des corps, libération de la création, etc. Si vous vous présentez comme victime, toujours victime de racisme, de discrimination, etc., vous ne serez jamais reconnu que comme un pauvre type. Vous avez parlé plusieurs fois des femmes. Tout à l'heure, je vous donnais les exemples d'adolescents. Mais les adolescentes musulmanes ont complètement disparu du paysage urbain, je dirais. On a dans les associations des Ukrainiennes, des Iraniennes, des jeunes femmes d'un peu partout. Les musulmanes ont beaucoup plus de mal à s'exprimer, à exister. Moi, je ne dirais pas ça. Mais elles n'ont pas beaucoup de choix pour exister. C'est-à-dire que soit elles se couvrent, hein, c'est toute la question du voile, si vous voulez on en parlera, j'ai tellement travaillé là-dessus et avec des adolescentes qui portaient le voile et pour essayer de voir, je relevais les 12 motifs pour porter le voile, parce que c'est très complexe hein, comme situation. Soit au contraire, elles pensent qu'être une femme libre, devenir une femme libre ici dans un pays comme la France, faut envoyer son bonnet par-dessus les moulins. Et elles en rajoutent dans quelque chose qui correspond absolument pas à la façon dont on vit ici. Qu'est-ce que ça change à la laïcité, à la vie des femmes? Ça change tout. C'est-à-dire que la laïcité apporte l'égalité. Parce que, malheureusement, surtout les religions monothéistes, mais pas seulement elles, ont tendance à d'abord penser que Dieu a créé, enfin Dieu ou les dieux, ont créé les hommes et les femmes de façon très distincte. Mais que cette différence, elle est toujours, presque toujours, pas toujours, mais presque toujours, dans le sens d'une inégalité. Hein, une inégalité entre hommes et femmes. Et sur quelque chose qui est très important, alors notamment dans l'islam, mais qu'on retrouve aussi chez les orthodoxes juifs, la notion de pureté. Vraiment, c'est ce que j'avais dit, j'avais interpellé
Monseigneur Barbarin, qui parlait de la dignité de la femme, la sexualité de la femme, etc. Je lui avais dit, attendez, je ne comprends pas pourquoi les religieux s'intéressent à ce point à la sexualité des femmes et des homosexuels. Vous pourriez peut-être nous parler du sens de la vie, du sens de la mort, de la dignité de la personne. Mais pourquoi vous êtes à ce point obsédé par la sexualité? Tous les religieux sont obsédés par la sexualité des femmes parce que c'est des procréatrices. Et c'est elles qui permettent la continuité de la descendance, et notamment dans la religion. Cette notion d'impureté est très grave parce que d'impureté, de faiblesse des femmes qui doivent être protégées, et c'est Dieu qui l'aurait décidé ainsi. Malheureusement, ça dure des siècles, et aujourd'hui on n'a pas de chance. Il y a une géopolitique des pays musulmans qui est une géopolitique qui n'est pas très porteuse de ce que, par exemple, certains ont très bien étudié. J'ai fait beaucoup de droit musulman et j'ai travaillé avec des théologiens de la faculté Al-Azhar du Caire. Il y a eu des périodes dans l'islam d'ouverture, de réflexion, justement, sur l'inégalité homme-femme. À la fin du XIXe siècle, par exemple, des théologiens musulmans de la faculté Al-Azhar se moquaient du voile, en disant le voile, ou comme le kéfier, c'est quelque chose de très utile contre les vents de sable. Mais en dehors des vents de sable, pourquoi mettre un voile aux femmes? Et là aussi, c'était l'époque où des religieux pouvaient avoir de l'humour, disant de toute façon, messieurs, vous avez notamment voilé les femmes dans les périodes où vous avez voulu assurer votre pouvoir, et dans les pays d'islam, ça correspondait bien aux pays de féodalité. La féodalité a créé une situation encore plus inégalitaire. Mais vous vous êtes trompés, messieurs. Vous vous êtes trompés parce que si vous pensez que les femmes vont vous appartenir à vous et à vous seuls, qu'elles vont arriver vierges au mariage pour vous tout seuls, et après, dès qu'elles sortent de la maison, il faut les cacher, parce que vous avez peur qu'elles soient séduites. Mais messieurs, voilez-vous, les femmes ne seront plus séduites. C'est à vous de vous cacher. Et elles ne seront plus séduites par votre virilité. C'était la fin du XIXe siècle, en Égypte. Le roi Hassan II, qui était commandeur des croyants, comme tous les rois du Maroc, avait bien dit. Mais le voile n'est absolument pas une obligation musulmane. D'ailleurs, on trouve, ça c'est très important, j'aime beaucoup travailler ça avec des adolescents. Pourquoi dans toutes les cultures, tout ce qui est le système pileux, les cheveux, etc., c'est considéré comme des zones érogènes. Et alors dans toutes les cultures, il y a des choses amusantes. Moi j'aime bien faire une histoire du costume avec les adolescents. Dans les périodes où les femmes ont moins de droits, alors on leur met plein de choses sur le dos, on les couvre. Ma grand-mère, même dans une famille assez ouverte, ma grand-mère, avant la guerre de 14, elle était jeune fille, comme on disait, elle ne sortait pas sans chapeau, voilette, gants, et elle cachait ses chevilles, parce que les chevilles, la nuque, les cheveux, ça, alors, apparemment, c'est ce qui fait délirer les messieurs. Bon. Alors, ce qui est amusant, c'est que, évidemment, elle a travaillé pendant la guerre de 14, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de sécurité sociale et d'allocation familiale, et pour élever ses enfants, eh bien, elle a travaillé, elle est devenue peintre sur porcelaine à Limoges. Mais après la guerre, et ça j'aime bien raconter ça et montrer des photos à des adolescents, notamment des adolescents musulmans, qu'est-ce qu'a fait la grand-mère? Elle a coupé ses cheveux qu'il ne fallait pas couper. Elle a coupé ses jupes. Et puis,
Alors, pas la mini-jupe. Hein, bon. Et puis, elle est allée au bain de mer plus tard avec les enfants. Et elle s'est battue aussi pour le droit des femmes. Quand on refait cette histoire avec des jeunes adolescentes qui se voilent, par exemple, pensant que la religion musulmane leur demande ça, que c'est de la pudeur, etc. Je pourrais vous raconter comment je travaille là-dessus avec des jeunes. J'étais à Nanterre, justement, avec des lycéennes sur ces questions-là. Elles disent, mais alors en France aussi? Je dis oui, en France aussi, comme dans d'autres sociétés. Quand on veut que les femmes n'aient pas beaucoup de droits et de libertés, on les couvre, on les enferme dans les maisons. On pense que leur seul rôle, c'est d'avoir des enfants et de faire la cuisine. Donc c'est pas particulier à une religion. Mais on n'a pas de chance aujourd'hui. Malheureusement, nous ne sommes pas dans une période d'un islam des Lumières. Il y a dans beaucoup de pays musulmans aujourd'hui des hommes et des femmes qui se battent pour la liberté, pour les droits de l'homme. Ils sont massacrés. C'est ça le problème. On n'a pas de chance aujourd'hui. Moi, j'ai connu bien, vraiment, les pays du Maghreb. Après les indépendances, il y avait un souffle, une volonté de développer le pays. On n'oubliait pas que, par exemple, parmi les militantes algériennes pour l'indépendance de l'Algérie, il y avait eu beaucoup de femmes, comme Jamila Bouhired ou Jamila Boupacha. Oui, on n'est plus dans une période comme celle-là. On est dans une période historique et trop de gens ont intérêt, je dis gens en général, trop de gens ont intérêt à ce que les adolescents ou adolescentes musulmanes en France aient l'impression que l'avenir est bouché, qu'il n'y a pas de place ici, qu'ils seront toujours victimes de discrimination. Et alors on leur raconte n'importe quoi. Que la France est majoritairement catholique. Historiquement, oui. Culturellement, oui. Mais on oublie qu'on a fait des guerres de religion. 8 guerres de religion. On oublie que, grâce à la philosophie des Lumières et à la Révolution française, eh bien, les protestants ont été reconnus comme des citoyens et les juifs ont été reconnus comme des citoyens. Ça remonte à la Révolution française. Ça remonte à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ça remonte aussi à 1792. C'est très intéressant de travailler ça avec les adolescents. 1792, c'est la loi qui crée l'état civil. Le grand registre des citoyens sur lequel hommes ou femmes, français ou étrangers, en situation, y compris irrégulière, quand vous avez un enfant qui naît sur le sol français, vous allez le déclarer à l'état civil. Ce qu'on appelait, à l'époque, le grand registre des citoyens est tenu par qui? Par un élu, le maire. La rupture avec les registres paroissiaux. Moi, j'aime bien travailler avec des adolescents en disant, ben voilà, si vous êtes juif, vous pouvez difficilement faire votre arbre généalogique remontant au-delà de la Révolution française. Si vous êtes protestant, même chose. Où il y avait des registres, mais ils étaient cachés. Parce que si jamais on montrait ces registres, c'était se désigner à la police. C'était ce qui servait pour les dragonnades. C'était ce qui servait pour les persécutions. Un état civil où on dit, on crée un grand registre des citoyens. Citoyens, c'était au sens révolutionnaire du terme, c'était pas au sens de la nationalité. Sans considération, je cite, sans considération de rang social, de sexe, de religion. Combien y a-t-il aujourd'hui d'étrangers qui essayent d'avoir un titre de séjour en France, qui aimeraient avoir un statut de réfugié, mais n'ont même pas d'état civil. Les passeurs leur ont fait déchirer, quand ils en avaient des papiers, ils leur ont fait déchirer leurs papiers. Si vous n'avez pas d'état civil, on ne sait même pas de quelle nationalité, on ne sait pas quel est votre âge. Vous voyez les problèmes actuellement,
Et la façon scandaleuse dont on parle de la loi sur l'immigration, là, le projet de loi sur l'immigration, les vrais problèmes, c'est pas ceux dont on parle. C'est pas combien il va y en avoir, on en a besoin de combien, c'est honteux, c'est des êtres humains, c'est pas des marchandises. Mais qu'est-ce qui fait qu'il est si difficile d'être reconnu, de s'intégrer, d'avoir une place dans la société? Très souvent des choses aussi stupides que de ne même pas avoir d'état civil, ou des choses aussi condamnables, le fait que les autres qui ne pensent pas, qui ne croient pas, comme moi, sont des mécréants, que les femmes sont inférieures, que les enfants sont la propriété de leurs parents, etc. C'est-à-dire que c'est des questions fondamentales qu'il faudrait poser. Et les adolescents, quand on parle de ça avec eux, ils sont passionnés. Alors on peut tout prendre, hein. Les fêtes, Noël, ça y est, on arrive dans la période de Noël. On en parle un peu ? Allons-y. Allons-y. Noël. Le Père Noël, sur son traîneau, tiré par des rennes, et à côté de sapins. On n'est pas en Galilée, hein. C'est toute la mythologie nordique du solstice d'hiver. Ça a existé bien avant la christianisation. C'était la fête du solstice qui indiquait qu'à partir de ce 24 décembre, les jours allaient être de plus en plus longs. De même qu'on fêtait le solstice d'été. Et quand il a été christianisé, ça a été la Saint-Jean. Mais c'est bien antérieur au christianisme, la fête du solstice. Et une bonne partie de tout ce qui est autour de Noël, c'est plutôt, en effet, les pays du nord de l'Europe. Parce qu'eux, ils savent ce que c'est que le jour et la neige, etc. Donc, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi j'ai vu des écoles qui se sont privées de mettre des sapins ? Que je sache, le Christ, il n'a pas été mis en croix sur un sapin. Et c'est la fête de la lumière. Ah, la lumière à Lyon demain, c'est la fête de Saint-Nicolas qui permet à des enfants de ressusciter. C'est Sainte-Lucie. Mais comme par hasard, ça commence aujourd'hui, c'est Hanouka, chez les Juifs. Et puis, dans toutes les religions, on voit, évidemment, sous l'équateur, là, ça n'a pas le même sens. Donc, c'est absurde. Et d'autre part, on ne va pas nier un patrimoine culturel. On ne va pas raser les églises, les cathédrales. Allez, Notre-Dame de Paris, on rase parce que c'est une histoire chrétienne et catholique de ce pays. Moi, quand je vais dans un pays musulman, j'y vais assez souvent, enfin moi maintenant parce que on y a de moins en moins de liberté quand on est une femme, qu'on est, je mets des guillemets, blanche et supposée chrétienne. Bon. Mais je respecte le patrimoine culturel qui est là. Comme ça m'intéressait beaucoup, comment je suis entrée avec ma fille, qui était assez petite à l'époque, à la mosquée de Kairouan, comme j'ai pu tenir dans mes mains de magnifiques Corans enluminés. La mosquée de Kairouan est vraiment très importante, c'est un des hauts lieux de l'islam. Ben oui, mais parce que quand j'entrais à la mosquée, et à l'époque, il y avait beaucoup moins de racisme anti-européen, il y en avait peu d'ailleurs, mais je m'habillais, je me couvrais, je n'allais pas faire du scandale. Donc, travailler tout ça avec les adolescents, mais c'est formidable. Ça ouvre des portes, des fenêtres sur le monde. On plaisante, c'est plein d'humour, c'est gai, c'est le contraire d'une laïcité qui vous tombe dessus comme un couperet. Ça fait plusieurs fois que vous nous parlez de l'humour. Hein. Vous nous avez dit que les religieux avaient de l'humour dans le temps. Oui. Il n'y a plus de place pour l'humour aujourd'hui dans cette période de pensée politiquement correcte ? J'espère que si. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir un pays, par exemple,
que je connais un peu, et que j'ai mieux connu notamment après l'indépendance et avant les années sombres des années 90 où le GIA a quand même réussi dans toutes ces luttes en Algérie. Il ne faut pas oublier, il y a eu près de 250 000 morts en Algérie. Hein, tout ça habillé pour des raisons religieuses dans les années 90. Mais par exemple, l'Algérie, il y a un humour très fort en Algérie, très fin, très subtil. Malheureusement, ça n'est plus le cas. Et ceux qui veulent faire de l'humour, eh ben, ils partent. Ils viennent en France, par exemple, ou dans un autre pays. Et on a pas mal d'humoristes maintenant qui ont cette culture de l'humour. En Turquie, vous avez aussi une tradition de l'humour. Aujourd'hui, on est je le répète, pardonnez-moi, mais on est dans une période où il y a toute une partie du monde qui est en train de massacrer son patrimoine culturel avec des idéologies religieuses ou pas, qui sont terriblement closes, offensives et guerrières. Je vois passer là en ce moment sur les réseaux, au nom du patrimoine, une pétition demandant à aider les maires qui veulent mettre une crèche dans les mairies. Oui. Les crèches font partie du patrimoine avec des santons, etc., qu'en Provence ou dans de quelques lieux particuliers, et on n'a pas besoin de les mettre dans les mairies. On a des musées, on a des salles d'exposition, à partir du moment où il y a tout un art des crèches. Et entre nous, je signale que l'art des crèches, l'art des santons, vient notamment de la Perse. C'est donc assez intéressant, parce que les chiites ont le droit de représenter, contrairement aux sunnites, ont le droit de représenter des personnages. Et donc, il y avait des personnages, des santons en terre, etc. D'ailleurs, on dit la Perse, mais il semblerait bien que ça venait de Chine, où on adorait, vous savez, comme ces armées qui ont été enterrées, des personnages représentés sous une forme esthétique, voilà, soit dans la terre, soit dans d'autres matériaux. Là aussi, ignorer, mais toute l'histoire de l'humanité, c'est une histoire de migration, c'est une histoire d'interpénétration, c'est une histoire de commerce, c'est une histoire d'échange. Alors on peut le faire à travers la langue, on peut le faire à travers la cuisine, enfin la gastronomie, on peut le faire à travers des habitudes de vie, mais on n'a jamais cessé cette interpénétration. Et moi j'aime beaucoup, par exemple, et de même que malheureusement on s'est aussi fait la guerre, etc. La colonisation, par exemple, dans les pays du Maghreb, c'est pas la colonisation française qui a été la plus longue. C'est la colonisation ottomane, c'est la colonisation arabe. Et alors là, ça s'allonge dans le temps. Donc, j'aime reprendre l'histoire, j'aime refaire des choses comme ça avec les adolescents. Et vous savez, ce qui me frappe, c'est des adolescents qui apparaissent apathiques ou au contraire agressifs. Les deux choses. Quand on parle de ce qui les intéresse vraiment et de questions qui font partie de l'universel. Et ça, la laïcité nous met directement en relation avec l'universalisme, ce qui est humain. L'universalisme, on s'aperçoit qu'il y a énormément de choses en commun entre les hommes, quels que soient les continents, etc. Seulement, voilà, oui, politiquement, il y a des périodes qui sont plus ouvertes que d'autres. Et là, c'est dommage. J'ai oublié de vous dire que j'ai travaillé pendant près de 5 ans avec des adolescents radicalisés. C'est triste et on voit très bien la première chose qui apparaît chez ces adolescents, ils disent qu'ils ont été humiliés. Ils ont un sentiment d'humiliation terrible, mais eux ne veulent pas devenir victimes. Et donc,
les critiques les plus fortes que j'ai entendues sur le refus d'être traité comme victime, c'est chez les radicalisés, disant « Moi, je veux devenir, je cite, acteur de ma vie, héros et peut-être martyr, mais j'aurais choisi de l'être. » Donc, qu'est-ce que c'est que cette société où trop de jeunes, le chemin qu'ils pensent être un chemin de liberté, qui est la pire des manipulations religieuses qui soit, c'est la radicalisation, eh bien, ils pensent que c'est un chemin de liberté parce qu'ils sont prêts à donner leur vie. On a vraiment raté quelque chose là. Merci Jacqueline. On a vu un panorama très large. Il reste plein de questions, mais je pense que le public va pouvoir intervenir à ce niveau-là. Je repasse la parole à Jérémy. Parlons laïcité, le débat. Eh bien, public, c'est à vous la parole. Qui veut poser la première question? Oui, votre intervention a tourné beaucoup autour de la problématique des musulmans. Et vous n'avez pas évoqué l'intégrisme catholique, par exemple. Est-ce que vous le trouvez chez les adolescents? Peut-être qu'il y a un intégrisme protestant aussi. Est-ce que vous le trouvez chez les adolescents? Oh oui, je sais bien qu'on pose toujours cette même question. Faut bien dire que les intégristes catholiques, ils ont plutôt dépassé un certain âge. Hein. Mais il peut y avoir quelques prêtres, par exemple, qui se réfèrent à Monseigneur Lefebvre et, j'allais dire, sa descendance. Bon... il y a des ultra-orthodoxes dans le judaïsme, pas trop en France, mais quelques-uns avec... En tout cas, il y a des mouvements comme les mouvements Lubavitch, par exemple. Chez les protestants, nous avons des évangéliques, par exemple, qui sont assez prosélytes, mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe actuellement avec l'islam. C'est comme ça. Plus exactement, pardon, je précise, avec l'islamisme, qui est en djihad. Il y a deux djihad dans l'islam. Il y a le grand djihad, qui est le travail sur soi, le travail intérieur. Ce que l'on retrouve dans d'autres religions, hein, c'est la réflexion sur soi, qui peut être liée à la prière, etc. Bon. Et ça, c'est considéré dans l'islam comme le grand djihad. Puis il y a le petit djihad, qui est celui de la conquête. Comment conquérir les mécréants et en faire des musulmans, avec y compris la guerre à ce moment-là est justifiée. Je le répète, nous sommes à une période historique comme ça, où il y a des mouvements islamistes extrêmement offensifs, conquérants, qui utilisent les bombes, qui utilisent les attentats, qui utilisent les menaces, etc. Moi, j'ai été menacée de mort plusieurs fois. Je suis désolée, c'est pas dans les autres religions qu'on a des intégristes qui m'auraient menacée de mort. Mais c'est comme ça. Dites ça. Il faut remonter pas si loin dans le temps pour voir des intégrismes catholiques qui ont été assez offensifs, par exemple. Je parlais de pas portant mort d'homme, mais en tout cas pas sur le sol français. Ailleurs, oui. Mais par exemple, mon grand-père, qui avait été secrétaire de Jaurès, il est décédé dans les années 30, vraie famille laïque, c'est-à-dire que son fils était athée et sa fille a voulu devenir religieuse, on respecte. Simplement, il lui a dit, si tu veux devenir religieuse, eh bien, c'est toi qui paieras ta dot, parce que vous savez que pour devenir religieuse, on paye une dot. On va se marier avec le Seigneur, on apporte sa dot. Donc, elle a travaillé pour payer sa dot pour entrer en religion. Bon. Quand il est décédé, son frère, mon père, n'était pas là à ce moment-là, il était au service militaire. Et donc, c'est elle qui est allée dans l'appartement à Paris dans les années 30. Avec un prêtre qui l'a accompagné. Quand il a vu la bibliothèque, il y avait une bibliothèque semble-t-il, d'un peu plus de 1 millier de livres. Les livres ont été saisis, ont été brûlés. Non, on peut trouver des choses... bon, mais pour retrouver des intégrismes très violents contre les personnes, il faut remonter dans le temps, mais
On sait qu'il y a par exemple, mais pas seulement, eu un antisémitisme très lié au christianisme, en disant que les Juifs étaient un peuple déicide, par exemple. Donc il y a eu des formes. Mais aujourd'hui, c'est l'islamisme qui crée le plus de problèmes, qui est le plus offensif et qui annonce clairement sa conquête par tous les moyens. Oui, moi je voudrais vous poser une question parce que, en tant que grand-mère, j'ai gardé mes petits-enfants lorsque je suis arrivée à la retraite. Et j'allais les chercher à l'école primaire. Et j'ai vu l'évolution de certaines familles, entre guillemets, européennes, et pas d'origine algérienne ou maghrébine. Et j'ai vu ces femmes, petit à petit, se voiler, voire même arriver à porter grande robe et voiler parallèlement leurs enfants. Et cette évolution, je l'ai vue depuis la maternelle jusqu'au CM2, puisqu'ensuite les enfants vont au collège. Et personne qui me semblait extrêmement libre, conduisant sa voiture, arrivant au départ avec des mini-jupes, etc. Je me dis, mais comment peut-on lutter pour que ces petites filles qui voient leur mère changer radicalement d'attitude puissent avoir une ouverture d'esprit qui leur permette de pouvoir justement profiter de la laïcité. Ce sont les mêmes parents qui interdisent aux enfants d'aller à la piscine. Les petites filles ne vont pas à la piscine. Pas qu'elles se montrent devant les petits garçons. Et en tant qu'enseignante, moi je me suis toujours posé cette question de savoir comment est-ce qu'on pourrait, avant que je prenne évidemment ma retraite, comment est-ce qu'on pouvait arriver à ouvrir les esprits. Je vais vous dire comment je fais, et apparemment ça marche bien, mais c'est sur le long terme. Hein, c'est pas comme ça. En tout cas, c'est pas en arborant la loi de 1905 qu'on trouve la solution. Au fond, j'ai envie de, par rapport à ce que vous posez comme question, répondre à la façon dont j'ai travaillé à Rieux-la-Pape, à côté de Lyon, ou bien dans l'Essonne, pas très loin d'ici, ou encore au lycée Marie Curie de Nanterre. Au lycée Marie Curie de Nanterre, je me souviens être arrivée dans une classe, donc c'était des lycéennes, où il y en avait 5 qui étaient, avec la grande robe, mais simplement le voile, elle l'avait mise sur les épaules parce qu'elle savait qu'il fallait, voilà, elle n'entrerait pas dans le lycée si elle le gardait sur leurs cheveux. Et puis, il y avait des jeunes, et je savais que parmi les garçons, puisque je demande toujours, moi, ce qu'il y ait filles et garçons, hein, je n'interviens pas dans un milieu qui ne soit pas mixte. Parce que vous parliez d'égalité, mais l'égalité, c'est aussi la mixité. Et donc, j'ai commencé comme ça avec les jeunes filles qui étaient là. Je leur ai dit, je suis obligée de voir que vous avez des robes longues, et puis sur vos épaules, votre voile, c'est visible. Ah oui. Vous voulez donc vous rendre visible? Oui. Parce que nous sommes, alors là, l'identité, vous savez, les musulmanes, machin, etc. Vous avez le droit de l'être, mais pourquoi vous voulez vous rendre visible avec ça? Alors, toujours l'argument, il y a bien des religieuses. Je dis, mais vous n'êtes pas ministre du culte, ou vous n'êtes pas non plus dans un lieu de culte, vous êtes à l'école. Oui, donc ça c'est vrai. Oui, mais c'est aussi dans le quartier. D'accord. Et il pleuvait, il y avait des travaux, comme dans beaucoup d'établissements scolaires. Je dis, c'est pas pratique, hein, vos robes longues là, parce que vous ramassez toute la boue. Ah, ça c'est vrai. Comment vous faites? Parce qu'en plus, c'est pas facile de laver là, ces grandes robes et tout ça. Ah ben non. Et puis alors en plus, quand on les met dans la machine à laver, on a nos frères qui nous injurient, parce que quand on met une grande robe dans la machine à laver, il n'y a plus de place pour leurs affaires. Vous allez voir comment j'arrive. Alors, c'est pas pratique, vous ramassez n'importe quoi. Vous savez aussi que
On a plein de mycoses quand le corps ne respire pas. Ah ben oui, d'ailleurs, on va à la pharmacie, ils nous vendent très cher des shampoings pour ne pas avoir de mycoses, et puis, corps, etc. Bon. Alors, c'est pas pratique, ça crée des problèmes. Pour les petites filles, c'est catastrophique. Ça veut dire elles ne forment plus de vitamines, etc., parce qu'elles ne sont pas à la lumière, alors qu'elles sont en période de croissance, et que dans l'islam, on ne voile pas les petites filles, sauf chez les talibans. Pas pratique, ça crée des problèmes corporels. J'ai dit, alors pourquoi ? Ah mais madame, c'est pour la pudeur. Pour nous, c'est la pudeur. Et là, je me souviens, il y avait un garçon qui lui connaissait bien sa religion et qui a dit, mais madame, c'est ridicule ce qu'elle dit. La pudeur, c'est ici, c'est dans le cœur, c'est dans la relation à Dieu, c'est pas dans un bout de tissu. J'étais très contente que ce soit ce garçon qui... C'est pas un bout de tissu. Alors je dis oui, en effet, quand on est en maillot de bain sur la plage, c'est pas impudique. Il y en a qui peuvent être impudiques, mais c'est dans leur attitude, c'est pas le vêtement qui est impudique. Et vous savez très bien qu'on peut être très impudique en étant couverte. D'ailleurs, le dévoilement, ça fait partie, y compris dans certains cabarets, d'un fantasme qui n'a rien à voir avec la pudeur. Et là, un autre garçon dit, vous savez, il y en a quelques-unes, quand elles viennent en boîte avec nous, elles enlèvent leur robe. Donc, vous voyez, on progressait. Je veux dire, c'est pas pratique, ça crée des problèmes pour le corps, c'est pas la pudeur. Alors, qu'est-ce que c'est ? Et là, j'avais obtenu ce que je pensais obtenir parce que j'avais déjà fait ça en région PACA et je savais la réponse. On ne peut pas faire autrement parce que sinon les mecs de notre quartier vont nous agresser. Et puis une autre qui dit, puis vous savez, on ne peut pas faire autrement parce que la première robe, elle nous est offerte. Offerte par qui ? Par des gens qui viennent nous parler, etc. La première robe est offerte. Puis après, on peut gagner de l'argent avec. En région PACA, des filles qui étaient dans une équipe de basket, qui tout d'un coup se sont mis, comme vous l'avez dit très bien, à vouloir porter le voile pour faire du basket, à ne plus porter que des joggings et pas des shorts. Et alors qu'elles faisaient des compétitions de basket et qu'elles étaient bonnes, et la direction de la jeunesse et des sports ne comprenait rien à ce qui se passait. On ne comprend pas, on leur dit, mais la fédération pense que pour des questions de sécurité, il ne faut pas faire ça. Alors, je dis, si vous parlez de sécurité, ça ne va pas marcher. Je vais aller leur parler. Eh bien, à la fin, c'était, on ne peut pas faire autrement. Parce que c'est 150 € par mois qu'on peut donner à nos parents. Ils étaient payés par des islamistes pour avoir ces revendications et ça leur permet de donner l'argent à leurs parents. Il y a tout. Quand je vous ai dit à peu près 12 raisons de porter le voile, de se voiler ou de se couvrir pour les filles, vous avez celles qui peuvent pas faire autrement. Parce qu'elles sont dans un milieu où si elles ne le font pas, elles vont être considérées comme traîtres. Il y a celles qui se protègent contre les agressions des garçons dans le quartier. Ou bien, il y a ces mères de famille qui me disaient, comme à Lyon, mais si je ne me voile pas, comme je suis divorcée, je vais être traitée de pute. Excusez-moi, mais c'est comme ça. Il y a celles qui disent, je ne me sens pas bien dans cette société, j'ai envie de retrouver mes racines, mon origine, mon appartenance, une quête identitaire. Il y a les militantes qui savent ce qu'elles font, qui veulent se rendre visibles et qui vont faire de la provocation. C'est des militantes. C'est pas du tout... Vous avez aussi d'autres types de protection. On se couvre pour dire « ne me touchez pas ». Et notamment « ne me touchez pas ». Moi, j'ai vu beaucoup de familles, là dans la région parisienne, mais pas seulement, où il y a des formes d'inceste. Parce que dans des logements où on est très nombreux, il y a beaucoup de frères, il y a un oncle, il y a etc. Pour se protéger de l'inceste, on se couvre. Ça veut dire « je suis pure, ne me touchez pas ».
Il y a celles qui ont eu des relations, alors, qu'on retrouve aussi chez les radicalisées filles, et qui ont eu des relations avec des garçons et qui veulent retrouver leur pureté. Bon. Tout ça, on ne peut pas tout traiter de la même façon. On ne vient pas. Je pense, y compris dans des établissements, je me souviens, Sainte-Geneviève-des-Bois, une jeune fille qui, à la fin, est venue me voir en pleurs. Elle me disait, vous savez, je ne peux pas faire autrement, mais c'est la seule façon pour moi. C'est comme si je me mettais une armure, comme ça, personne ne me touchera. Elle était en pleurs. Pas lui parler de la loi de 1905. Donc derrière, il y a tellement de choses et beaucoup de souffrance, beaucoup plus de souffrance qu'on ne pense. C'est-à-dire que la provocation militante, elle existe. Les adolescents aiment bien aussi faire de la provocation. Mais il y a beaucoup plus de choses que ça. Il y a aussi, à Nanterre, on me disait... Moi, on me regarde de travers. De toute façon, il y a des contrôles de police. D'accord, puisqu'on me regarde comme ça, je vais m'affirmer comme ça. Donc, il faut traiter de tous ces problèmes-là, mais avec les adolescents et les adolescentes, et je dis toujours, dans une situation de mixité. Parce que les garçons aussi ont quelque chose à dire. Et quand je dis aux garçons, qu'est-ce que ça veut dire qu'une fille se cache, se voile ? Vous êtes un prédateur sexuel, car c'est ça que ça veut dire. On ne peut pas se montrer sans que... Et à ce moment-là, j'y vais carrément. Je dis, vous savez, les républicains ont lié à la laïcité la notion d'amitié, une vertu républicaine, c'est-à-dire des relations entre hommes et femmes, ou autres, entre femmes, entre hommes, qui ne sont pas sexualisées. Si vous acceptez un monde où les sexes se rendent visibles comme ça veut dire que vous ne connaîtrez jamais l'amitié. Ils sont très sensibles à ça. Je dis, vous êtes là avec vos copines, voilà. Vos copains, vos copines. C'est formidable, non, l'amitié entre garçons et filles. Il n'y a pas besoin de toujours penser à un passage à l'acte sexuel. Ce que j'aimerais dire, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est quand on travaille comme ça avec des adolescents, quand on est comme ça avec des adolescents, non seulement ils ont une qualité d'expression assez remarquable sur ce qu'ils vivent, sur ce qu'ils ressentent, sur les questions qu'ils ont à poser. Ils prennent ça comme ce que ça est, c'est-à-dire du respect. C'est du respect. Mais où, dans cette société, on leur offre des espaces de liberté pour dire réellement ce qu'ils ressentent. Nous, on projette ce qu'on a connu. Il faut leur ouvrir des espaces de liberté pour qu'ils disent, et ça c'est une méthode laïque, pour qu'ils disent comment ils voient les choses. Moi, ce que j'aurais aimé savoir, est-ce que par rapport à ce malaise qu'on retrouve en France, je dis bien en France puisque nous sommes en France, sur l'islamisme, on retrouve ce même type de problème dans les autres pays européens. Dans les autres pays européens et dans d'autres pays du monde. Et malheureusement, oui, alors, européens, oui, bien sûr. Vous avez vu comment, tout d'un coup, on s'est étonné de voir 300 000 personnes à Londres criant « Palestine libre », bon, je ne veux pas le dire avec mon accent anglais, « Palestine libre de la mer au Jourdain », et avec des propos antisémites. Tout d'un coup, 300 000 personnes à Londres, lançant des slogans comme ça. Mais c'était impensable il y a une dizaine d'années. C'est-à-dire qu'on est dans un monde conflictuel incroyable où des aspects racistes, des aspects religieux, etc. se mêlent pour devenir terriblement offensifs. Moi, je travaille beaucoup, donc je vous l'ai dit, avec des Iraniennes et des Iraniens. À Avignon, on a montré des spectacles, on a monté des spectacles, on a montré des spectacles, on a fait des débats. Il y a un humoriste qui est venu montrer ses dessins, etc. Ça existe dans tous les pays, mais les gens qui se battent pour les droits de l'homme et pour les libertés sont de plus en plus contraints. En France, on est considéré comme un pays
où on a encore beaucoup, beaucoup de liberté. On va faire un petit tour du côté de notre Jean-Cry. Jean-Cry qui fait... Son stylo s'agite depuis le début de l'émission, il nous fait des caricatures. Et donc on va avoir un petit peu les productions qu'il a fait depuis le début de l'émission. Alors, j'ai un peu fait le pas de côté. C'était passionnant. Vraiment, c'est passionnant. J'ai un peu fait le pas de côté. Donc, c'est en restant sur la thématique des adolescents et de la laïcité, où j'ai repris plutôt le domaine du spectacle. J'ai fait un groupe qui était à l'Olympia. Et puis, tout un public de jeunes filles voilées, puis en voilée intégrale, hein. Et puis quelqu'un qui est habillé, je vais dire normalement, puisque c'est un peu bizarre de se retrouver voilé intégralement, recouvert un peu comme ça, et puis qui demande si c'est une dress code évolution de venir dans des concerts habillés tout en noir, comme ça, complètement recouvert. Et un deuxième dessin, toujours autour des adolescents et de la laïcité, où il y a un jeune, alors lui c'est un peu autre chose, c'est-à-dire qu'il a une casquette Nike, des casques, un gros t-shirt McDonald's avec une bouteille de coca à la main, et puis des marques partout, et puis laïcité, pour l'interrogation, ma religion, c'est la conso. Un grand merci. Je ne sais pas si je pourrais dire un mot là-dessus, parce que je crois que c'est essentiel. Mais je vous laisse continuer. Et je termine l'autre après, donc je vous le passe après. D'accord, ben c'est parfait. Voilà. C'est exactement ça. C'est très fort, votre dessin. Vous avez mis le doigt sur quelque chose d'important dont j'aurais dû parler avant. C'est des jeunes plongés dans la société de consommation qui pensent que pour exister, il faut avoir des marques commerciales. Absurdes, bien sûr. Qui sont complètement manipulés par les réseaux sociaux, mais dans tous les domaines. Je pense à des jeunes, je demande toujours sur quels réseaux sociaux vous êtes. Alors aujourd'hui, TikTok. Hein. Oui, je vois un jeune ami qui approuve TikTok. Et je leur dis, mais vous savez que TikTok a été créé en Chine. Oui. Que c'est censuré en Chine. Oui. Je leur dis, bon, ça ne vous pose pas problème. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça signifie ? Ah, mais c'est bien fait, on y prend son plaisir. Et ça, je pense que c'est très important. Ils ne sont pas totalement dupes, me semble-t-il. Je parle sous le contrôle du jeune homme qui est là devant moi. Pas dupes. Ils savent très bien qu'il y a de la manipulation. Ils savent très bien que la publicité, c'est fait pour vendre. Ils savent très bien qu'ils sont dans une société de consommation. Ils savent très bien que Noël, aujourd'hui, c'est plus tellement religieux que surtout commercial, et que c'est honteux de voir des jeunes qui vont avec leurs parents choisir leurs cadeaux et comparer les prix. Bon, la vraie religion aujourd'hui, chez beaucoup de jeunes et l'ensemble de la société, mais notamment chez les jeunes, parce que c'est les premières cibles, c'est la société de consommation. Or, il y a un goût du merveilleux. Il y a un appétit pour autre chose, pour une nature qui serait belle, dans laquelle on aimerait vivre, etc. Mais la société de consommation crée des frustrations, des inégalités. Entre les inégalités, les frustrations, eh bien, certains pensent qu'ils vont peut-être trouver une réponse dans une réponse religieuse. L'ennui, c'est que dans beaucoup de religions, on se livre à des rituels, des pratiques, des visibilités, de vêtements, de mode, etc., qui finalement reproduisent la société de consommation, mais avec, soi-disant, une référence à une transcendance. Donc, on est pris au piège, mais vous avez tout à fait raison. On est dans des effets de mode, avec des éléments de diffusion à travers les médias et surtout les réseaux sociaux, les influenceurs et les influenceuses. 2 heures de train pour venir vous voir ici, à Évry. J'étais à côté d'une jeune fille qui, pendant 2 heures, n'a fait que regarder des influenceuses sur son portable pour voir comment se maquiller, etc.
quand on voit des jeunes filles qui sont habillées avec leurs grandes robes et qui ont le voile, mais qui ont des faux cils, qui sont maquillées, outrageusement maquillées, etc., on se dit, c'est un espèce de mélange entre la société de consommation, l'identité, une appartenance religieuse. On est en pleine confusion, vraiment en pleine confusion. Mais tout ça parce que ça rapporte énormément d'argent. Parce que il y a une exploitation économique de tout ça. Et les premiers consommateurs, ce sont les jeunes. Donc on lance les modes comme ça. Je voulais savoir, les 150 € dont vous parlez tout à l'heure, ils sont payés par qui? Je suis peut-être bête, mais... Par des islamistes. D'accord. Qui font de la propagande. D'accord. Et parfois l'imam du quartier n'est pas du tout dans ce trafic. Il est doublé, si j'ose dire, par ces islamistes beaucoup plus offensifs. Est-ce que dans les établissements d'enseignement, il y a un discours sur la laïcité? Qui le porte? Comment est-il construit? Et je vais vous répondre de façon un peu provocatrice. Un discours, il y en a. Construit, il est construit. Trop. On est obligé de partir aujourd'hui des élèves et des parents d'élèves. Je n'ai pas eu le temps de parler des parents d'élèves qui sont là très, très présents parfois, très revendicatifs. Bon, il faut travailler avec eux en écoutant ce qu'ils ont à dire, en les poussant dans leur logique jusqu'au bout, comme je l'ai fait pour ces grandes robes. Mais c'est pourquoi? C'est pas comme... Mais alors, qu'est-ce qui justifie de porter des vêtements comme ça, etc. On pousse la logique jusqu'au bout et on renvoie sous forme de questions. C'est-à-dire la méthode laïque. Moi, je dis toujours à des jeunes, mais votre foi vous appartient. C'est votre liberté. Et je n'ai pas le droit d'entrer, de faire de l'intrusion dans votre foi, votre conviction. Mais à partir du moment où vous l'exprimez, à partir du moment où ça devient visible, à partir du moment où ça crée des relations perturbées à l'autre, alors là, la laïcité intervient. Parce qu'il y a un grand principe dans la laïcité. Votre liberté de conscience, votre liberté de culte, votre liberté d'expression. Mais les autres aussi. Les autres existent. Vous n'êtes pas seul sur une île déserte. Et à partir du moment où la laïcité va intervenir dans la relation à l'autre, il y a le grand principe posé par les révolutionnaires de 1789, qui est la conciliation des libertés. Ma liberté doit tenir compte de la tienne. Et par exemple, pour les signes religieux à l'école, je n'ai pas eu le temps de beaucoup en parler, pourquoi la loi de 2004 et pourquoi la loi la décision sur l'abaya récemment, l'école publique accueille tous les enfants, toutes origines, toutes appartenantes, etc. J'ai des cas qui me viennent en tête et que j'en parle avec des jeunes. Pardonnez-moi, je vais reprendre l'exemple de jeunes musulmans, mais c'est eux qui sont le plus vindicatifs, qui veulent être visibles, qui sont tout le temps en train de dire qu'ils sont musulmans au lieu de dire « je m'appelle comme ça, j'ai ce que j'aime, mes passions, ce que j'aime faire, etc. » Non, je suis musulman, ça tombe comme un bloc, bon, peu importe. Je suis mis à côté de vous. Vous pouvez avoir des camarades de classe dont les parents ont fui des persécutions religieuses. Vous voulez que je vous parle des enfants d'une amie qui a été arrêtée par la police du mauvais voile dans son pays, la police des mœurs dans son pays, 12 000 policiers uniquement dédiés à la question du contrôle des voiles. C'est l'Iran. Mise en détention avec les prostituées, parce que quelqu'un qui ne porte pas le voile réglementaire est considéré comme une prostituée, avec tout ce que ça représente, la vie en prison dans le département des prostituées. Elle a réussi à s'échapper avec une codétenue. Elle a vécu 3 ans dans la clandestinité dans son pays. Elle a réussi à traverser les frontières. Elle a obtenu le statut de réfugiée en France. Maintenant, elle est française. Et vous pouvez avoir des camarades à côté de vous qui ont, dans leur propre histoire, de telles persécutions religieuses, exactement pour ce que vous voulez montrer. Je vous assure, c'est très bien compris. Il n'y a pas besoin de développer.
C'est-à-dire, ma liberté doit tenir compte de la tienne. Bonjour. Moi, j'avais une question par rapport à tout à l'heure, lorsque vous parliez de victimes et de certains musulmans qui se revendiquent en tant que victimes, plus qu'en tant que véritables individus. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu lié à une stigmatisation de la part d'une grande partie des Français et aussi d'une grande partie des représentants politiques français qui estiment que l'islam n'est pas compatible avec la République et qui, du coup, amènent certains musulmans à penser que ces gens-là, ils sont beaucoup et ils ne veulent pas de ma religion. Dans ce cas-là, moi, je ne vais pas m'identifier à eux, je ne vais pas m'identifier à leur pays, à leurs valeurs, etc. Merci pour votre question. Elle est fondamentale. Ça pose la question d'attitude, de discours, de décision qui relèvent du racisme contre les musulmans ou de la discrimination. On poursuit la discrimination et le racisme en tant que tel. Ça n'a rien à voir avec la laïcité. Et si vous voulez, par exemple, je vais donner un exemple. On veut construire une mosquée dans une ville. Hein. Le maire refuse qu'il y ait la construction d'une mosquée dans sa ville. Il peut être tout à fait raciste. Eh bien, on le poursuit pour racisme. C'est pas une question de laïcité. On le poursuit pour racisme. Et il peut être condamné parce que le racisme est un délit. Alors, sur la stigmatisation, ça fait partie de la victimisation, notamment des jeunes musulmans en France. On leur fait croire qu'ils sont stigmatisés. Quand on regarde ce qui se passe, les plus victimes de racisme en France, qui sont-ils? Ce n'est pas les musulmans, ce sont les juifs. Malgré leur petit nombre, il y a plus d'actes antisémites que d'actes racistes à l'égard des musulmans. Et même entre les deux, il y a d'autres formes de racisme. Pourquoi certains vont jouer, et là vous avez tout à fait raison, dans la classe politique, là-dessus, parce qu'en plus il y a concentration de population musulmane dans certaines villes, dans certains quartiers, et ça rapporte sur le plan électoral, soit dans le sens où on va essayer de flatter les populations d'origine musulmane, soit on va jouer sur le rejet par les autres. C'est un jeu politique pervers, principalement, il faut bien le dire quand même, aux extrêmes. Et beaucoup d'étrangers qui viennent en France sont même étonnés et disent « Oh là là, mais c'est pas possible. Vous avez beaucoup de musulmans et beaucoup de musulmans en France. Et puis, il y en a dans les établissements scolaires en tant qu'enseignants. Oui. Il y en a en politique. Oui. Même notre ministre de l'Intérieur est fils d'immigrés algériens. Oui. Alors, il y a un discours politique détestable, et vous avez raison de le souligner, qui va jouer sur le racisme, sur les discriminations, pour diviser. Et puis, c'est une sorte de... Comment dire? Moi, il me semble, hein, là, c'est vraiment personnel. C'est une façon d'exprimer ses peurs, ses angoisses. On va être envahi. Ils vont nous remplacer. Vous savez, tous ces discours. C'est de la peur, de l'angoisse. Mais quand on n'est pas trop mal dans sa culture, je ne dis pas bien, mais pas trop mal dans sa culture, on a envie d'échanger avec les autres. On n'a pas peur d'être remplacé par les autres. C'est un aveu de faiblesse et de peur. Moi, je travaille là-dessus avec des jeunes qui sont plutôt du style identitaire. Hein. Il y en a à Lyon. Je leur dis, mais vous avez peur de quoi? Vous êtes à ce point faible, impuissant, que vous avez l'impression que vous n'allez plus exister. Mais exprimez-vous, dites des choses autrement que dans la haine. Ce qui est dramatique, et j'espère que votre génération, puisqu'il faut le dire pour les auditeurs, vous êtes un jeune participant, merci, j'espère que votre génération va
finir par repousser de plus en plus toutes ces formes de discours de haine, parce que c'est inacceptable. Et derrière, vous avez les uns qui expriment ce que j'appelle, moi, la jouissance du paternalisme. On est content d'avoir des gens à l'égard desquels on se sent dans la compassion, mais c'est du mépris. Et puis il y a tous ceux qui sont dans la haine, dans l'agressivité. Et malheureusement, aujourd'hui, en politique, nous avons beaucoup de discours de haine. Alors la mode est ce que vous dites, des formes de stigmatisation, mais il faut vraiment arriver à dénoncer tout ça comme minable, lamentable. Moi, ça ne me fait pas peur, les identitaires. Vraiment, pour moi, ils projettent sur les autres ce qu'ils craignent d'être minables. Voilà. C'est bon. Mais c'est vrai, je le regrette et je pense que ma génération a des responsabilités, vraiment beaucoup de responsabilités. Vous êtes dans des sociétés où on a l'impression que, comme disent les journalistes sur les plateaux, on est dans une reconstruction du monde avec un nouvel ordre mondial. Mais ce nouvel ordre mondial, c'est surtout sur la violence, fondé sur la violence et la haine. Et ça, faut pas accepter. Mais il faut jamais, en tout cas, se laisser enfermer dans le rôle de victime. Il y a j'oublie son nom, pardon, un prix Nobel de littérature. Pardon, j'ai oublié son nom, je suis désolée. Et qui est nigérian et qui a dit malheureusement, quand on a été victime à un moment donné dans l'histoire d'esclavage, de colonisation, on a tendance à vouloir passer d'un maître à un autre. C'est tellement juste, tellement fort. Et on pense qu'en changeant de maître, on va trouver un peu de liberté. Or, on est tous, c'est au moins l'universalisme de la laïcité, on a tous envie d'être libres et on a tous envie de se battre ensemble contre tous les dictateurs, tous les gens qui veulent nous apprendre, soi-disant qu'eux sont supérieurs. Non. Et ça, je dis ça aussi aux jeunes filles qui se voilent. Je leur dis, mais nous avons, voilà, volé Soinga. On a un combat, je leur dis, mais on a un combat commun. Moi, je suis contre la marchandisation du corps des femmes. Oui, vous aussi. Ce combat, il est commun. Simplement, on n'a pas les mêmes réponses. Et si vous avez une réponse dans se couvrir pour se protéger, ça veut dire que vous allez dans le sens de ceux qui veulent que les femmes soient soumises. Les uns les soumettent par l'argent, par en faire des corps que l'on exhibe, et vous vous cachez. Et c'est un peu la même logique. Eh bien, on travaille là-dessus ensemble, parce qu'on a des combats communs. On n'est pas dans des ruptures comme ça. Enfin, donc, merci d'avoir posé la question sur la stigmatisation. Oui, alors moi je voulais savoir quel était votre regard sur le port de l'uniforme à l'école. Bon, première remarque, on s'est posé cette question-là parce que justement on est sous la tyrannie des marques commerciales, des inégalités de vêtements, des inégalités de toutes sortes. Bon, très bien. Mais personnellement, je préférerais qu'on arrive à plus d'égalité et à montrer que les élèves sont des individus, des personnes. Je dis toujours, quels que soient les élèves. Non, moi je veux savoir quel est ton prénom. Et puis je vois un regard, je vois un sourire, je vois une gestuelle, une façon d'être. Pour moi, tu es un individu, une personne, pas un habit, pas une marque, pas une marque de basket. Si on est obligé de revenir à l'uniforme, c'est un peu un aveu d'échec, me semble-t-il. Voilà. J'espère qu'on pourrait y arriver sans l'uniforme. Enfin, ils vont faire des expérimentations, qu'ils les fassent.
On va regarder du côté de Jean-Cry, peut-être, qu'il a encore fait quelques dessins. Un dernier dessin, j'ai apprécié l'histoire du néocolonialisme. Et néocolonialisme, ça me fait penser à Tintin au Congo. Oui. Parce que je crois que tout le schéma y est, enfin sûr, tout y est, quoi. Et donc, j'ai un dessin où il y a Tintin, justement, qui dit « Toi, jeune maghrébine, je vais t'expliquer la vie ». Et puis la gamine, avec son voile, elle dit « Mais je suis pas une victime ». Donc je reprends un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Je précise pour les gens qui ne voient pas le dessin que la gamine porte le voile, mais que Tintin porte le casque colonial. Il y a deux façons de se couvrir. Alors moi, je voulais quand même dire qu'il n'y a pas de fatalité. Il y a des choses qui sont possibles et des choses qui se font régulièrement. Avec les réseaux d'échange réciproque de savoir, on profite de cette semaine laïcité. Hier, j'ai pu intervenir auprès d'un conseil municipal d'enfants à faire des sensibilisations de 2 heures par groupe sur la laïcité. Et c'était absolument incroyable parce que les enfants, ils ont une connaissance, une culture assez incroyable quand on les met... Beaucoup plus étendue qu'on ne croit. Exactement. Et il faut leur mettre la parole, les mettre avec des pédagogies actives en situation. Et ils sont des combattants de la laïcité. J'étais au collège Paul Fort ce midi, qui est juste à côté, collège. Un débat avec des 6e, 5e, et puis après des 3e et 4e. Débat mouvant, avec ce qu'on appelle une rivière du doute. Il y avait 3 zones. La zone où ils étaient tout à fait d'accord, la zone où ils n'étaient pas d'accord du tout, et la zone au milieu où ils étaient dans le doute. Avec pour consigne qu'à chaque instant, ils pouvaient changer de zone en fonction des phrases. Et on leur donnait des phrases. Et puis, voilà, est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord ? Ils arrivaient à se convaincre entre eux. Et puis, nous rapportaient, bien sûr, en tant que pédagogue, quelques éléments de droit. Alors, est-ce qu'on a le droit de faire du prosélytisme ? Est-ce qu'on a le droit de se moquer des religions ? Voilà. Ah oui. Ah bah oui, heureusement qu'on a le droit. Mais on n'insulte pas les personnes. Et ils comprennent ça tout à fait. Absolument. Voilà. Quand on débat, et après, on leur montre des religions bizarres. Chaque fois, moi, j'adore évoquer le chiffre, et je l'évoque souvent. En France, le bureau des cultes au ministère de l'Intérieur recense 3000 religions. Absolument. Donc là, on en a sauté que quelques-unes depuis tout à l'heure. Oui. Et avec 3000 religions, vous imaginez bien que s'il fallait un jour férié par religion, il n'y aurait pas 7 jours dans l'année. Et moi, j'aimerais bien, étant donné mon histoire, ce que je suis, que je voyage beaucoup dans les pays étrangers, on ne soit pas tout le temps en train de me demander ma religion ou m'en donner une, parce que française, je ne pourrais être que catholique. C'est insupportable, cette façon de voir les choses. Un autre événement qu'on organise, qu'on co-organise avec plein de structures en ce moment, et avec notamment Jean-Cry, et on l'a mis pour ceux qui sont présents dans la salle, des petites affiches qui sont cadeaux. Vous pouvez les prendre sur les tables. La religion, c'est perso. Une petite affiche que nous a fait Jean-Cry avec les articles 1 et 2 de la loi 9 décembre 1905 que vous pouvez prendre, vous pouvez la mettre chez vous, vous pouvez aller la coller à l'extérieur sur les panneaux d'affichage libre, partout dans la rue, où c'est libre, hein. Attention, où c'est autorisé quand même. Et ben vous n'hésitez pas, parce que c'est un bon outil pour pouvoir rappeler que c'est un choix personnel, la religion, et qui ne doit pas être imposé. Donc si ça vous intéresse, il y a ces affiches-là que vous pouvez télécharger en ligne. On a un site internet pour ça. Et vous pouvez vous prendre en photo en train de coller l'affiche quelque part et la diffuser après sur le site internet prévu à cet effet. Comme ça, plus on aura de gens qui le feront, et partout en France, plus ça sera intéressant. Et vous verrez Jean-Cry, alors il est discret, il ne veut pas trop en parler, même si c'est lui qui a l'initiative de ça. N'hésitez pas à aller le voir, si vous voulez en acheter quelques-unes pour le pont commun. Voilà une bonne action intéressante. On l'a fait l'an dernier, on a eu plein de jeunes qui ont été collés les affiches dans les rues d'Évry-Courcouronnes, et c'était vachement intéressant. Ça me fait penser, je vais faire une avance à Jean-Cry. C'est... J'aime bien travailler la frise des libertés, d'avant la naissance jusqu'à la mort. Mais je ne sais pas l'illustrer. Je peux en parler, etc., mais je ne sais pas l'illustrer. Et dans une société laïque, qu'est-ce qui se passe comme liberté
d'avant la naissance jusqu'à la mort. Et ça parle vraiment. Avant la naissance, mes parents ont choisi, ils peuvent choisir. Il y a la contraception, il y a l'IVG, ils peuvent choisir. C'est pas comme autrefois on disait, un enfant c'est forcément une bénédiction du Seigneur. Et puis on se retrouvait avec 11, 12, 13 enfants. Bon. Ils peuvent être mariés ou pas. Ils peuvent être de confessions différentes ou pas. Ils peuvent être croyants, athées. Quand on déroule la frise, on s'aperçoit, ils peuvent choisir de me donner une éducation religieuse ou pas. Ils peuvent faire en sorte que, en effet, cette éducation, jusqu'à l'âge de 12-13 ans, alors il peut y avoir des communions, des confirmations, dans les 3000 religions, il y en a qui ont des épreuves initiatiques, où il y a des bar mitzvahs, où il y a etc. Mais savez-vous, pourquoi ne le dit-on pas, qu'à partir de l'âge de 13 ans, un jeune peut demander au juge des enfants ce qu'on ne lui impose pas une religion. C'est une liberté. On peut choisir d'arriver vierge au mariage, mais c'est un choix. Et le choix a d'autant plus de sens qu'il n'est pas imposé par la société. Exactement. Et on s'aperçoit que dans une société laïque, on a une série de choix. Jusqu'à la mort, la fin de vie, on est encore en train de débattre sur le droit de mourir dans la dignité, comment, jusqu'où, et qui parle le plus fort là-dessus? Les religions, qui ne veulent justement pas d'un certain type de choix, etc. Bon, en tout cas, ça veut dire d'avant la naissance jusqu'à la mort. On a aussi toutes les majorités protectrices, on a l'égalité femmes-hommes maintenant dans tous les domaines, etc. Alors, imaginons qu'on ne soit pas dans une société laïque. Imaginons qu'on soit dans une société où il y a une religion qui vous impose, d'avant la naissance jusqu'à la mort, qu'est-ce qui reste? Des interdits. Beaucoup d'interdits. Et ça c'est parlant. Et alors, quand on dit, si on en est arrivé là, c'est pas parce qu'on s'est réveillé un jour en France, la France est laïque, donc non, c'est des conquêtes. C'est vraiment une lutte et on peut toujours régresser. La laïcité, c'est comme la démocratie. Malheureusement, il faut aussi savoir l'entretenir parce qu'on peut aussi la perdre. Et notamment, on la perd en lui faisant dire des choses qui sont le contraire de ce qu'elle peut être, comme par exemple une série d'interdits. Donc, je ne sais pas illustrer la frise. Je n'ai pas ce talent-là. Eh bien, faisons ça. C'est dommage, vous êtes ici, à Évry, et moi je suis à Lyon. Alors, depuis le Covid, on peut faire des vidéos assez facilement, c'est rentré dans les mœurs. Très bien. C'est magique si en plus maintenant les émissions de radio permettent de créer des projets. Alors ça c'est absolument fabuleux. Alors Jacqueline Kostalascu nous a parlé beaucoup d'humour pendant ces 2 heures. Alors je résiste pas à l'envie de faire une petite blague. Certes, il y a des femmes qui attendent, qui arrivent vierges au mariage, mais il y en a qui arrivent capricorne au mariage. Wow. C'est culturellement un peu limité, non? Non. Voilà, mais c'est important de faire rire. Oui. On peut parler de la laïcité en riant. Oui. Et c'est très agréable. Voilà. Oui. Il ne faut pas que la laïcité soit triste, mais je comprends. Au fond, ceux qui veulent rendre la laïcité si triste et si injonctive, c'est parce qu'ils n'en veulent pas. Parce que finalement, ça pourrait être peut-être la phrase de conclusion. Défendre la laïcité, c'est défendre la liberté et un principe d'égalité, quelles que soient vos convictions. Quand vous êtes sûr que vous êtes chez les purs, que vous avez Dieu avec vous, que vous avez la vérité avec vous, que les autres sont dans le mensonge, sont dans l'impureté, sont des mécréants, sont des apostats, c'est confortable. C'est très confortable. De même, les rituels. Moi, j'aime bien les rituels parce qu'il y en a qui sont très beaux. Ça permet de poser des limites, ça permet de partager des choses. Il y a des rituels qui peuvent être... ils sont jamais inventifs,
mais ils permettent de réinscrire dans le temps. Enfin, c'est tout ça. La laïcité, c'est exigeant. La laïcité fait que ça donne sens à vos choix. Et que, comme on me disait dans mon enfance, tu es responsable. Tu es responsable de tes choix. Ben oui, c'est exigeant. Mais c'est aussi comme ça qu'on découvre la liberté. Je me sens, moi, non pas, on n'est jamais totalement libre, mais libre. Et j'ai l'impression que ça a été aussi une conquête personnelle. Et pas seulement... C'est une conquête collective dans la société française, dans l'histoire française, mais c'est aussi une conquête personnelle. Et qui m'a été permise, notamment grâce à l'école publique. Toutes ces fenêtres que l'on ouvre sur le monde, sur la diversité des façons de penser, des façons de croire, c'est à l'école. C'est pas dans le milieu familial, qui a tendance à répéter, à reproduire, mais c'est à l'école. Et vous savez, quand on se bat pour que les jeunes filles afghanes puissent aller à l'école, et elles savent ce que ça veut dire. Hein. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts Parlons laïcité sur notre site www.rers-evry.fr. Un grand merci à toi, Jacqueline. Tu nous as fait rayonner cette soirée et je ne doute pas que les auditeurs qui réécouteront l'émission le seront tout autant. Donc un grand merci de ta venue. Merci à vous. Merci à tous nos participants dans le public, parce que sans vous, rien ne serait possible. Merci à tous les partenaires qui sont sur scène aussi et qui, à leur niveau, apportent leur petite pierre à l'édifice pour construire cette émission. Leur haut niveau, cette belle émission de radio. Et puis, on va toujours se donner rendez-vous. Alors, exceptionnellement, on ne fera pas d'émission le mois prochain. Voilà, ça tombe le premier... On fait notre émission habituellement le premier jeudi de chaque mois. Là, ça tombe pendant les vacances au mois de janvier. Et puis, en plus, notre intervenant a dû se désister. Donc, on s'est dit, c'est pas grave, on la fera en février. Ça sera le jeudi 1er février, la prochaine. Et on aura le plaisir d'avoir Yanis Roeder qui va venir. L'ami Yanis. Un grand ami, voilà. Oui. Yanis Roeder, membre du Conseil des sages de la laïcité et de l'éducation nationale, qui pourra nous parler un petit peu comment ça se passe dans le système éducatif, plus précisément. Voilà, bien merci à tous, bon courage et à bientôt. Cette émission est à présent terminée. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts Parlons laïcité sur notre site www.rers-evry.fr. Et pour rester informé de notre actualité et communiquer avec nous, rendez-vous sur notre page Facebook.